Bonjour, je suis le docteur Laura Brandewski, je suis psychiatre dans le service du professeur Lançon au CHU Sainte-Marguerite et je vais vous faire un cours en 3 courtes vidéos sur le trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité de l'adulte. Donc notre première vidéo portera sur la sémiologie du trouble de l'attention de l'adulte. Alors, concernant la sémiologie du TDAH, donc les symptômes peuvent être regroupés en différents groupes, ceux qui étaient déjà présents dans l'enfance et ceux qui deviennent plus prégnants à l'âge adulte. Dans la triade initiale, on retrouve donc l'hyperactivité, l'impulsivité et l'inattention. Se surajoute donc également une symptomatologie émotionnelle, des difficultés d'organisation et de planification, un attrait pour la nouveauté et des troubles de l'alimentation et du sommeil. Tous ces syndromes vont être responsables de difficultés relationnelles et de processus d'adaptation qui participent à l'hétérogénéité du trouble. Alors, concernant l'inattention, ce sont des personnes qui vont facilement avoir l'air d'être dans la lune, qui peuvent être vite distractibles. Ils peuvent oublier des objets, des rendez-vous, et l'attention focalisée est également très difficile, où ils vont être vite distraits par les pensées ou par l'environnement. Ils peuvent faire des fautes d'étourderie. Ils semblent parfois ne pas écouter quand on leur parle ou changer de sujet de conversation de façon assez incongrue. Attention, l'inattention, elle peut avoir un caractère labile, c'est-à-dire qu'elle peut être d'une part aggravée par la monotonie, et également montrer des fluctuations imprévisibles. Concernant l'hyperactivité, tout ce qui est agitation, c'est beaucoup moins extériorisé que chez l'enfant. On peut retrouver des signes plus discrets comme de la bougeotte ou de la nervosité qui va être plus subjectif et moins constaté en entretien. Cela peut se manifester également par une difficulté ou une incapacité à se détendre. L'hyperactivité peut également se comprendre en regardant le mode de vie du patient. Par exemple, ce sont des patients qui vont éviter les professions sédentaires et qui vont multiplier les activités. Par contre, si elle est cliniquement très présente, il faut évoquer d'autres diagnostics, par exemple un état maniaque ou un état anxieux majeur. Concernant l'impulsivité, elle va être verbale, motrice ou cognitive. Au niveau verbal, on va constater une impériosité, des digressions. Les patients vont avoir une urgence à dire, ils peuvent couper la parole, interrompre les autres. Du point de vue comportemental, ils peuvent entreprendre des actions de façon irréfléchie. Et du point de vue cognitif, cela se traduit également par une tendance à la prise de décision hâtive. Donc l'impulsivité, c'est un symptôme très important à évaluer du fait des conséquences qu'il peut avoir en termes de mise en danger et de répercussions sociales. Et cela peut également aggraver le mauvais contrôle émotionnel. Donc on a vu les symptômes de la triade initiale qui ont une présentation différente de chez l'enfant. Et maintenant, on va voir les symptômes que l'on remarque plus à l'âge adulte. Donc, on constate chez l'adulte TDAH des difficultés d'organisation et de planification qui sont bien plus importantes chez l'adulte qui a un environnement exigeant. Ce sont des personnes qui ont des difficultés à hiérarchiser les tâches, qui peuvent facilement être empêtrées dans les détails. Les tâches sont difficiles à mettre en route parce qu'ils procrastinent, ce qui peut parfois coexister avec un mode impulsif et plus imprévisible d'action. Le maintien de la tâche est également difficile avec une lassitude plus rapide. Ils peuvent commencer de multiples projets sans les finir, ils peuvent se laisser submerger du fait également d'une mauvaise évaluation des durées. Ces difficultés d'organisation peuvent être source de tension et d'auto-dévalorisation, notamment du fait d'une dépendance à autrui. Alors, un autre signe important à évaluer, c'est l'attrait pour la nouveauté. Ce sont des patients qui peuvent avoir un besoin de recherche de sensations et qui ont une intolérance à l'ennui. L'ennui aggrave alors la nervosité et les difficultés d'attention. À côté de ça, ce sont des patients qui peuvent, du fait de leur attrait pour la nouveauté, se montrer inventifs, originaux, et ce qui est plutôt valorisé socialement, donc ça c'est positif. Youpi. Donc, le sommeil des patients TDAH est rarement de bonne qualité. L'endormissement peut être rendu difficile par l'agitation motrice ou idéique. Ils décrivent également une meilleure concentration la nuit du fait d'un calme environnant. La mauvaise évaluation des durées peut également participer à un coucher tardif. Ces patients ont donc fréquemment un retard de phase. Par ailleurs, une association avec les hypersomnies est étudiée et les patients TDAH présentent fréquemment une somnolence diurne excessive. Quand on réalise une polysomnographie chez les patients TDAH, on va retrouver une augmentation de la latence d'endormissement, plus d'éveil nocturne, plus de mouvements périodiques des jambes et moins de sommeil paradoxal. L'alimentation de sujets TDAH est également compliquée, elle est souvent anarchique,
Ils ont des difficultés à rester assis à table, ils grignotent facilement et il peut être difficile pour eux d'organiser les courses, la planification et la préparation de repas équilibrés. Concernant donc les symptômes émotionnels qui sont donc directement liés au TDAH et non en lien avec des comorbidités, ils sont assez hétérogènes. On peut distinguer deux groupes, ceux d'expression brève et fluctuante et ceux d'expression stable et durable. Parmi ceux d'expression brève et fluctuante, on peut décrire l'hyperactivité émotionnelle, qui est une tendance à avoir des réactions émotionnelles plus intenses et plus fréquentes à des stimuli auxquels des patients moins réactifs ne répondraient pas. On décrit également la labilité émotionnelle, qui est donc un passage rapide et fréquent entre des phases d'excitation et des phases de tristesse et de dévalorisation. Et enfin, on retrouve la notion de dysrégulation émotionnelle, qui est une difficulté à réguler les émotions. Parmi les symptômes d'expression stable et durable, on retrouve la baisse d'estime de soi, un déficit de compétences émotionnelles, de l'anxiété et de l'irritabilité. Tous les symptômes que nous venons de décrire peuvent donc être responsables de difficultés relationnelles et de processus d'adaptation. Concernant les difficultés relationnelles, donc tous les symptômes de TDAH peuvent en être responsables. C'est le cas par exemple de l'impatience, des irritabilités, de la colère, des réactions émotionnelles excessives qui répercutent tout le temps de façon négative les relations sociales. De la même façon, la ponctualité est parfois difficile, le patient peut être désorganisé, les projets sont instables et la gestion financière est mauvaise, ce qui peut être mal vécu par l'entourage. Concernant les processus d'adaptation, ils sont très nombreux. Ils peuvent être positifs, comme un choix de profession adaptée, ils peuvent entraîner une riche sociabilité ou une pratique intense du sport, mais ils peuvent parfois porter préjudice aux patients quand ils sont encore plus néfastes que le symptôme lui-même. Par exemple, c'est le cas de la consommation de cannabis pour lutter contre l'agitation, de tabac pour se concentrer. Les patients peuvent parfois adopter un mode de fonctionnement obsessionnel pour lutter contre les oublis. Ils peuvent adopter un mode de vie solitaire du fait de leur impression d'échec répété dans la vie sociale. Ils peuvent parfois s'épuiser dans un travail qu'ils surinvestissent par manque d'efficacité. Et les processus d'adaptation ajoutent encore à l'hétérogénéité du trouble. Comme nous l'avons donc vu, la présentation clinique du TDAH peut être très différente de celle d'un enfant. Elle peut varier en fonction du type de symptômes prédominants et de la façon dont le patient va compenser ces symptômes. Nous verrons donc dans une prochaine vidéo comment diagnostiquer et prendre en charge ce trouble. Merci.